Quand nous partîmes pour notre promenade, le soleil brillait avec éclat au-dessus de Munich et l'air s'emplissait de la joie d'un début d'été. À l'instant même de notre départ, Herr Delbrück, le maître d'hôtel des 4 saisons où je m'étais installée, descendit nu-tête à la calèche et, après m'avoir souhaité une bonne promenade, dit au cocher « N'oubliez pas, soyez de retour à la tombée de la nuit. Le ciel paraît bien dégagé, mais il y a un frémissement dans le vent du nord qui signifie parfois l'arrivée soudaine d'une tempête. Mais je suis sûre que vous ne rentrerez pas tard, puisque vous savez de quelle nuit il s'agit. » Johann répondit par un emphatique « Ja, mein Herr » et touchant son chapeau, s'élança vivement. Quand nous fûmes hors de la ville, je dis, après lui avoir fait signe de s'arrêter, « Dites-moi, Johann, de quelle nuit s'agit-il ?»« Walpurgisnacht. » Et il repartit à vive allure, comme s'il voulait rattraper le temps perdu. De temps à autre, les chevaux semblaient redresser la tête et renifler l'air avec suspicion. Alors, alarmé, je regardais autour de moi. La route était assez désolée parce que nous traversions une sorte de haut plateau balayé par le vent. Tandis que nous roulions, j'aperçus une route qui avait l'air peu fréquentée et qui semblait descendre, en suivant une vallée étroite et sinueuse. « Dites-moi quelque chose sur cet endroit où conduit cette route. »« C'est Impie. »« Qu'est-ce qui est Impie ?»« Le village. »« Alors il y a un village ?»« Non, non, personne n'y vit des centaines d'années. »« Mais vous avez dit qu'il y a un village. »« Il y avait. » « Où est-il maintenant ?» Alors il se lança dans une longue histoire, en allemand et en anglais, les 2 langues tellement entremêlées que je ne parvins pas à comprendre exactement ce qu'il disait. Mais je saisis plus ou moins que, il y a longtemps, des centaines d'années auparavant, des hommes étaient morts là-bas et avaient été enterrés dans des tombes, et on avait entendu des bruits sous l'argile. Et quand les tombes furent ouvertes, des hommes et des femmes furent trouvés le visage rose de vie et leur bouche rouge de sang. Et alors, dans la hâte de sauver leur vie, oui, et leur âme, les villageois qui étaient restés au village s'enfuirent vers d'autres lieux où les vivants vivaient et les morts étaient morts et pas quelque chose d'autre. Il avait évidemment peur de prononcer ces dernières paroles. À mesure qu'il avançait dans son récit, la frayeur le gagnait. On aurait dit que son imagination le prenait sous son emprise et il acheva dans un total accès de terreur. Le visage blême, trempé de sueur, tremblant et regardant autour de lui comme s'il s'attendait qu'une quelconque présence terrifiante se manifestât là, dans l'éclat de la lumière, brillant sur l'étendue de la plaine. Enfin, dans un accès de désespoir, il cria « Walpurgisnacht !» Tout mon sang anglais ne fit alors qu'un tour. Et demeurant en retrait, je lui dis « Vous avez peur, Johann ? Vous avez peur. Retournez chez vous, je rentrerai seule. La marche me fera du bien. Walpurgisnacht ne concerne pas les Anglais. » Les chevaux étaient maintenant plus nerveux que jamais, et Johann tentait de les retenir, tout en m'implorant nerveusement de ne pas faire une pareille folie.
J'avais pitié du pauvre homme. Il était si profondément sincère. Johann, avec un geste désespéré, fit faire demi-tour à ses chevaux dans la direction de Munich. Pendant un moment, il avança lentement sur la route. Alors, apparut sur la crête de la colline un homme grand et mince. C'est au moins ce que je pus voir, en dépit de la distance. Quand l'homme fut près des chevaux, ceux-ci commencèrent à sursauter et à ruer, puis à hennir de terreur. Johann ne put les maîtriser. Ils s'élancèrent et dévalèrent la route dans une course folle. Je les suivis du regard jusqu'à ce que je les eusse perdus de vue, puis cherchais des yeux l'étranger. Mais je me rendis compte que lui aussi avait disparu. Le cœur léger, je me retournai pour suivre l'autre route qui descendait en s'enfonçant à travers la vallée et que Johann n'avait pas voulu emprunter. Je ne voyais nulle raison qui pût justifier son refus de m'accompagner, et je dus marcher pendant environ 2 heures, sans songer ni au temps qui passait, ni à la distance. Je m'assis pour me reposer et commençai à regarder aux alentours. Je fus frappée par le fait qu'il faisait bien plus froid qu'au début de ma promenade. Levant la tête, je vis que de gros nuages épais traversaient avec rapidité le ciel, du nord vers le sud, à grande altitude, les signes annonciateurs d'une tempête qui s'approchait. J'avais un peu froid et, pensant que c'était le fait de rester assis après l'exercice de la marche, je repris ma route. J'avais dit que j'irais voir le village abandonné. Aussi je continuais. Et peu après, je débouchais sur une large étendue de terre nue et encerclée de collines. Le vent, alors, devint de plus en plus insistant et se mit à souffler avec une force de plus en plus grande, si bien que je dus courir devant lui. L'air devint glacial et, en dépit de mon exercice, je commençai à souffrir. La neige tombait maintenant avec une telle épaisseur et tourbillonnait autour de moi, en remous si rapide que je pouvais difficilement garder les yeux ouverts. Je fus bientôt à l'abri sous les arbres, et là, dans un silence relatif, je pus entendre l'impétuosité du vent bien au-dessus de moi. En de tels moments, le cri surnaturel d'un loup semblait trouver un écho dans divers bruits similaires autour de moi. Comme la neige avait cessé de tomber, je sortis de mon abri et commençai à regarder avec une plus grande attention. Il me sembla que parmi les nombreuses fondations anciennes que j'avais dépassées, une maison pouvait être encore debout, dans laquelle, bien qu'en ruine, je pourrais trouver un temps, un semblant d'abri. Je découvris bientôt une ouverture. À cet endroit, des cyprès formaient une allée qui conduisait jusqu'à la masse carrée d'une sorte d'édifice. Brusquement, le clair de lune perça les nuages, me permettant de voir que j'étais dans un cimetière et de me rendre compte que la bâtisse carrée devant moi était un énorme caveau massif en marbre, aussi blanc que la neige qui le couvrait et l'entourait. Attiré par une sorte de fascination, je m'approchais de la sépulture pour savoir ce qu'elle était et pourquoi une telle bâtisse se trouvait isolée dans un tel endroit. J'en fis le tour et lus, au-dessus du portail dorique, l'inscription en allemand « Comtesse d'Ohlingen de Gratz » en Styrie. Chercha et trouva la mort, 1801. Sur la dalle du caveau se dressait un grand pieu de fer ou une broche. Me rendant vers la partie arrière du caveau, je vis gravé en grandes lettres cyrilliques « Les morts voyagent vite ».
À cet instant seulement, et avec un choc affreux, une pensée me frappa. C'était la nuit de Walpurgis, au cours de laquelle, selon la croyance populaire, le diable se promenait quand les tombes étaient ouvertes et que les morts sortaient et erraient. Ce village était celui qui était dépeuplé depuis des siècles, et cet endroit était l'endroit où j'étais seule, sans compagnie, frissonnant de froid dans un linceul de neige, et avec la tempête sauvage qui de nouveau se formait autour de moi. Et en cet instant, une vraie tornade éclata sur moi, et je cherchais l'abri du seul endroit qui semblait offrir un refuge, le profond portail dorique du caveau de marbre. Comme je m'appuyais sur le portail, celui-ci bougea légèrement et s'ouvrit vers l'intérieur. L'abri même d'une tombe était bienvenu dans cette tempête impitoyable, et j'étais sur le point d'y entrer quand vint un éclair en zigzag qui illumina l'étendue entière du ciel. En cet instant, je vis foi d'homme vivant, mes yeux étant tournés vers la masse sombre de la tombe. Une femme magnifique aux joues rondes et aux lèvres rouges, et reposant apparemment endormie sur un catafalque. Alors que le tonnerre éclatait au-dessus du tombeau, je fus agrippée comme par une main de géant et jetée à l'extérieur dans la tempête. Tout cela fut si rapide que, avant même que je puisse me rendre compte du choc autant physique que moral, j'eus le sentiment étrange et persistant que je n'étais pas seule. Je regardais dans la direction de la tombe. Juste alors jaillit un autre éclair aveuglant qui sembla frapper le pieu en fer, surmontant le caveau et traverser la terre en faisant éclater et s'effriter le marbre comme sous l'effet du jaillissement d'une flamme. La femme morte se redressa dans un moment d'agonie pendant lequel elle fut léchée par la flamme et le cri douloureux de souffrance qu'elle jeta fut couvert par le coup de tonnerre. La dernière chose que je me rappelais avoir vue fut une masse mouvante, vague et blanche, comme si toutes les tombes autour de moi avaient rejeté les fantômes de leurs morts, drapés dans leurs linceuls, et que ceux-ci étaient en train de m'encercler. Peu à peu, survint en moi une sorte de vague début de conscience, puis se produisit un sentiment pénible de grande fatigue. Cette période de semi-léthargie me parut durer un bon moment et, quand elle disparut, je dus m'endormir ou m'évanouir. Puis une sorte de dégoût me saisit, comme le premier signe du mal de mer, et le désir fou d'être libéré de quelque chose, je ne savais pas de quoi. Un grand calme m'enveloppa, comme si le monde entier était endormi ou mort, troublé seulement par le halètement sourd de quelque animal près de moi. Je sentis sur ma gorge un contact râpeux et chaud, puis soudain j'eus conscience de l'affreuse vérité qui me glaça jusqu'au cœur et propulsa mon sang jusqu'à mon cerveau. Quelque grand animal était allongé sur moi maintenant et me léchait la gorge. À travers mes cils, je vis au-dessus de moi les deux grands yeux étincelants d'un gigantesque loup. Ses dents aiguisées et blanches luisaient dans sa bouche rouge et béante, et je pus sentir sur moi la chaleur de son souffle, féroce et aigre. Je ne me souvins de rien pendant le laps de temps qui suivit. Puis j'eus conscience d'un grognement sourd, suivi d'un glapissement, répété une fois, puis une fois encore. Alors, venu apparemment de très loin, j'entendis un « Oh là, oh là !» Je redressai la tête avec précaution et regardais dans la direction d'où venait le bruit, mais le cimetière me bouchait la vue. Le loup continuait de glapir d'une façon étrange, et une lumière rouge commença à se déplacer comme si elle était guidée par le bruit.
Quand les voix se rapprochèrent, le loup glapit plus vite et plus fort. Puis tout à coup, de derrière les arbres, surgit au trot une compagnie de cavaliers portant des torches. Le loup se leva de ma poitrine et partit vers le cimetière. Alors la troupe s'élança au galop, un certain nombre de cavaliers dans ma direction, d'autres vers le loup. Du cognac fut versé dans ma gorge. Celui-ci me ragaillardit et je pus ouvrir complètement les yeux et regarder autour de moi. Des lumières et des ombres se déplaçaient entre les arbres et j'entendis les hommes s'interpeller. « Alors? Vous l'avez trouvé? »« Non, non, partons vite, vite! On ne peut pas rester dans un endroit pareil et surtout pas cette nuit. Ça va. Sa peau n'est pas transpercée. Que signifie tout ceci? On ne l'aurait jamais trouvé sans les glapissements du loup. Qu'est-il devenu? Il est rentré chez lui. Il y a assez de tombes là-bas où il pourrait se coucher. Venez, camarades, venez vite. Quittons cet endroit damné. L'officier me releva et me mit en position assise. Puis plusieurs hommes me placèrent sur un cheval. L'officier sauta sur la selle derrière moi, me prit dans ses bras et jeta l'ordre d'avancer. Et nous partîmes d'un pas rapide et en ordre militaire. Quand nous fûmes arrivés, Herr Delbrück se précipita si rapidement en bas du perron pour m'accueillir qu'il était évident qu'il s'était posté derrière une fenêtre pour attendre mon arrivée, me prenant avec sollicitude par les deux mains. Il me conduisit à l'intérieur de l'auberge. L'officier me salua, s'excusa de devoir partir pour son service et il se retira. Mais Herr Delbrück, comment et pourquoi se fait-il que les soldats soient partis à ma recherche? Le cocher est arrivé ici avec les débris de sa calèche qui s'est retournée quand les chevaux se sont enfuis. Mais vous n'auriez sûrement pas envoyé une troupe de soldats à ma recherche simplement pour cette raison. Oh non! Mais avant même l'arrivée du cocher, j'ai reçu ce télégramme du boyard dont vous êtes l'invité. Bistritz. Prenez soin de mon invité. Sa sécurité m'est très précieuse. Si quelque chose lui arrive ou s'il disparaît, n'épargnez rien pour le retrouver et pour assurer sa sécurité. C'est un Anglais. Il est donc aventureux. La neige et les loups font souvent courir des dangers la nuit. Ne perdez pas une minute si vous croyez qu'il est en danger. Je réponds à votre zèle par ma fortune. Dracula. Tandis que j'avais le télégramme dans ma main, la pièce parut tournoyer autour de moi, et si le maître d'hôtel attentif ne m'avait pas retenu, je crois que je serais tombée. Il y avait quelque chose de si étrange dans tout cela, quelque chose de si bizarre et si impossible à imaginer, que se mit à croître en moi le sentiment d'être, d'une façon indéfinissable, l'objet de forces opposées dont l'idée même vague semblait être en train de me paralyser. J'étais sûrement sous quelque forme de mystérieuse protection d'un pays lointain était arrivé juste au moment où il le fallait, un message qui m'avait sorti du piège de la neige et des mâchoires de la gueule du loup.